Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il a été montré que le procureur a procédé à une déformation de la réalité en ce qui concerne la situation de conflit armé qui prévalait en Côte d'Ivoire tant avant les élections de 2010 que pendant la crise post-électorale. Ayant amputé la Côte d'Ivoire d'une partie de son histoire récente, c'est tout naturellement que le procureur fait de même concernant la responsabilité individuelle de Laurent Gbagbo. Cette partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, oubliée par le procureur, est pourtant fondamentale, nous l'avons vu, pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé pendant la crise post-électorale. Et cette partie oubliée de l'histoire de la Côte d'Ivoire sera comme un membre fantôme tout au long du procès que l'on sera tenté de gratter sans qu'il ne soit présent. Ignorant le conflit armé, le procureur est condamné à ne pas pouvoir vous dire la vérité, qui ressort pourtant clairement en creux de son mémoire préliminaire. Celle d'un appareil d'État qui prend les mesures nécessaires pour répondre à une situation de guerre civile. Le procureur évoque des réunions, des décisions, des ordres, qui sont tout à fait normaux dans un tel cadre. En clair, la vérité est celle d'un président à la tête d'un État mettant en œuvre les moyens légitimes, légaux et constitutionnels de cet État pour répondre à une rébellion et à une invasion étrangère s'attaquant aux forces de l'ordre, à l'armée et à la population civile. Refusant de voir la réalité du conflit armé, le procureur est contraint de vendre une autre histoire, manichéenne et forcément biaisée, du contexte des violences post-électorales et du rôle de Laurent Gbagbo. Cette histoire est un nuage de fumée sémantique qui vise à masquer la vérité et dont le point de départ est un hypothétique plan commun qui est lui-même construit sur du vent. Pour le procureur, ce plan commun doit bien avoir des auteurs. Interviennent donc Laurent Gbagbo et un nébuleux entourage immédiat. Ces soi-disant concepteurs du plan commun ont bien dû le mettre en œuvre. C'est ainsi que les FDS, la police et la gendarmerie, symboles de l'État ivoirien, deviennent tout à coup des forces pro-Gbagbo, dirigées par une structure parallèle, qui, tout comme l'entourage immédiat, n'a pas plus de consistance. Pour le procureur, tout se fait dans l'ombre, caché, de manière parallèle et occulte. Quelle aubaine pour le procureur, car il a là l'excuse parfaite pour expliquer son absence d'éléments probants solides. Comme toute bonne théorie conspirationniste, l'absence de preuves devient la preuve de la conspiration. Avant d'illustrer les incohérences de l'approche du procureur pour les différents modes de responsabilité, il convient de noter l'accumulation successive des modes de responsabilité invoqués par le procureur, passant d'un seul mode de responsabilité en 2012 à 4 modes aujourd'hui, sans que l'on n'ait jamais compris la logique suivie. En définitive, l'approche du procureur, loin de toute rigueur juridique, se réduit à adopter le point de vue des personnes observant de loin les situations complexes dont a à traiter la Cour. Il doit bien avoir fait quelque chose de mal. Si une telle attitude est pardonnable venant d'observateurs extérieurs, elle n'est pas acceptable venant du procureur
de la Cour pénale internationale. Et c'est une telle attitude qui explique assurément le vent sur lequel l'argumentation du procureur est fondée pour chaque mode de responsabilité, comme je vais à présent l'exposer. Concernant la coaction indirecte, vous aurez compris que tout l'écran de fumée sémantique du procureur est construit sur l'idée d'un soi-disant plan commun, visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tous les moyens. Nous avons déjà évoqué le fait que l'idée de faire remonter ce soi-disant plan commun jusqu'à 2000 ne repose sur rien. Cette idée est en complète contradiction avec les événements qui sont déroulés à cette période, et tout particulièrement les efforts de Laurent Gbagbo pour promouvoir la démocratie et l'état de droit, face à des combattants qui, eux, avaient bien le plan de prendre le pouvoir par tous les moyens. Vous noterez que sur ce point, le procureur n'est pas à une incohérence près. Par exemple, le procureur n'a pas de difficulté à dire, dans la même phrase, lors de ses déclarations d'ouverture, et je cite, que Laurent Gbagbo, et je cite, s'est battu pour la démocratie en se battant pour avoir des élections multipartites. Le procureur continue. Il a passé des années en prison, des années dans l'opposition avant d'arriver à la présidence de la Côte d'Ivoire. Et le procureur continue encore. En devenant président en octobre 2000, il avait l'intention de rester au pouvoir par tous les moyens possibles. Et le procureur conclut, celui-là lui avait déjà pris tellement de temps pour y arriver que, certes, son intention était d'y rester par tous les moyens possibles. Que nous dit ici le procureur ? Qu'un homme qu'il reconnaît s'être battu toute sa vie pour la démocratie n'aurait eu pour seule idée, une fois arrivé au pouvoir, d'en bafouer le principe le plus fondamental. Ce n'est pas sérieux. Et surtout, quelle explication nous donne le procureur ? Tout simplement, pour venir au pouvoir, il aurait voulu y rester. Cette analyse psychologique rudimentaire est une insulte à la vie politique et au combat de Laurent Gbagbo, et illustre au final l'absence de sophistication dans la démarche du procureur. Dans le même ordre d'idées, le procureur essaye d'un côté de vendre que le plan commun aurait commencé en 2000, mais c'est uniquement en 2010 que Laurent Gbagbo aurait nommé des soi-disant proches au poste clé. Il faudrait savoir, il y a là bien une incohérence du procureur. L'argumentation du procureur concernant la période 2010 et 2011 n'est pas plus convaincante. Concernant les auteurs du plan commun, il est difficile de comprendre exactement ce qu'argumente le procureur. Le procureur déroule dans son mémoire préliminaire une longue litanie de noms de personnes faisant supposément partie de cet entourage immédiat et qui auraient partagé le même plan commun que Laurent Gbagbo. Étant donné le nombre important de personnes que le procureur cite comme faisant partie de cet entourage, vous imaginez bien qu'il n'a pas pris la peine d'explorer et d'exposer l'intention de chacune d'entre elles. Il s'agit là donc d'une affirmation sans fondement. Surtout, le procureur nous dit dans son mémoire préliminaire que la composition de l'entourage immédiat a évolué au fil des années, ce qui permet au procureur d'avoir une excuse toute faite pour justifier par avance toute imprécision de sa part.
L'approche imprécise du procureur est illustrée par les organigrammes de la structure officielle et de la structure parallèle qu'il présente en annexe de son mémoire préliminaire. Nous aurons l'occasion, lors du procès, de montrer que la présentation de la structure officielle est fausse et que la structure parallèle n'existe que dans l'esprit du procureur. Soulignons tout de même dès à présent une contradiction en ce qui concerne les organigrammes. Le procureur affirme d'un côté que certaines personnes faisaient partie de la structure officielle, comme Émile Guerrier-Houlou, ministre de l'Intérieur, Alain Degout, ministre de la Défense, Philippe Mangou, état-major des armées, Firmin Detto-Letto, commandant des forces terrestres, Édouard Cassaraté, le commandant de la gendarmerie, Siméon Brédoux, directeur de la police nationale, que ces personnes faisaient partie de l'entourage immédiat, pour vous affirmer 5 minutes après qu'une structure parallèle avait été mise en place pour les contourner. En d'autres termes, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat auraient mis en place une structure parallèle pour se contourner eux-mêmes. Concernant les réunions qui auraient eu lieu pendant la crise post-électorale, il existe des failles évidentes dans l'argumentation du procureur. Premièrement, le procureur fait grand cas des registres qui auraient été retrouvés dans la résidence présidentielle. Pourtant, leur authenticité est douteuse. Le procureur a en effet attendu septembre 2014 pour collecter ces registres dits originaux, alors même que la résidence présidentielle avait été pillée le 11 avril 2011 et que dans les heures ayant suivi l'assaut, les membres des services spéciaux français faisaient main basse sur l'ensemble des archives. Par conséquent, quelques jours à peine après l'assaut, la résidence était vide de documents ou d'objets de valeur. Le procureur n'a pas démontré l'authenticité de ces documents et ils doivent donc être écartés. Deuxièmement, ni ces registres, ni une grande partie des documents dont se prévaut le procureur ne font état du contenu des réunions alléguées, ce qui permet donc au procureur d'affirmer, sans preuve, qu'il y aurait été discuté du soi-disant plan commun. Je prends un exemple qui illustre la démarche du procureur. Le procureur affirme dans son mémoire préliminaire, au paragraphe 246, que Laurent Gbagbo aurait fréquemment tenu, lors de la crise post-électorale, des réunions lors desquelles aurait été discuté, selon le procureur, de la mise en œuvre du plan commun. La note de bas de page à laquelle le procureur renvoie fait 17 lignes, assez conséquente, et renvoie elle-même aux déclarations de 4 témoins et à 7 éléments de preuve. On s'attend donc à une réelle démonstration. Or, si l'on regarde de plus près, que disent ces documents ? Certaines pièces font uniquement état de la tenue de conseil des ministres, tel jour à telle heure, sans aucune indication du contenu des discussions. Or, quoi de plus normal qu'il y ait des réunions régulières du Conseil des ministres en période de crise ? Une seule pièce, que le procureur allègue être les minutes d'un Conseil des ministres, montre, encore une fois, une discussion normale entre ministres en temps de crise.
aucun détail logistique ou opérationnel n'est évoqué. Et bien évidemment, il n'est fait mention d'aucun plan commun. Qu'en est-il des témoins ? P44 se contente de dire qu'il fallait se réunir parce qu'il y avait la crise. Rien d'étonnant à cela. P9, lui, évoque le fait de recevoir des indications d'ordre général pour essayer de contrer les activités du commando invisible. Encore une fois, rien d'étonnant quand on sait que ce commando de combattants pro-Ouattara commettait des massacres dans tout Abidjan pendant cette période. Relevons d'ailleurs que le procureur ne mentionne pas une seule fois le commando invisible dans son mémoire préliminaire, ce qui illustre encore sa volonté de nier la réalité. P11 fait état de la présence de certaines personnalités du gouvernement à la résidence, sans attester de la teneur des réunions parce qu'ils n'y participaient pas. Cela ne prouve donc toujours rien. P46 évoque une réunion alléguée tenue en présence de Laurent Gbagbo, où ce dernier aurait abordé la situation de manière très générale. Lorsqu'il lui est demandé s'il recevait des instructions sur la stratégie, le témoin répond que non. Laurent Gbagbo n'est pas un stratège, c'est nous les militaires. La liste de preuves fournie par le procureur dans cette note de bas de page se termine avec un renvoi au fameux discours de Divot. Pourtant, quel est le lien entre un discours tenu en août 2010 et l'allégation selon laquelle des réunions auraient eu lieu pendant la crise post-électorale ? Ce discours ne prouve absolument rien, et j'y reviendrai. Cet exemple d'un paragraphe avec une note de bas de page illustre la pauvreté de l'argumentation du procureur. Et j'insiste, c'est bien de la preuve du procureur dont je parlais. Sa propre preuve ne soutient pas ces allégations. Le procureur, en fait, inverse la logique. Plutôt que de chercher la preuve de ces allégations sur l'existence d'un plan commun dans des éléments de preuve concrets, il reste sur le postulat qu'il existait un plan commun, et pour lui, il était donc forcément discuté lors de toute réunion. Ceci n'est pas une démonstration. Je passe à présent à la question des discours, dont le procureur a fait grand cas. Là encore, l'argumentation du procureur ne repose sur rien. Pire, le procureur continue de déformer la réalité et de nier les engagements politiques de Laurent Gbagbo, en affirmant que celui-ci aurait tenu des discours xénophobes et aurait incité à la violence. Prenons quelques exemples des contre-vérités du procureur. Le procureur affirme dans son mémoire préliminaire, et je cite, « À la fin de novembre 2010, quelques jours avant le deuxième tour des élections, Laurent Gbagbo a décrit Alassane Ouattara comme le symbole du mal et des ténèbres, déclarant, et le procureur semble citer Laurent Gbagbo, « Nous allons continuer la guerre ». Et il cite encore, « car le serpent n'est pas encore mort ». Voici la citation que nous rapporte le procureur. Or, le procureur tire quelques bribes de discours de leur contexte. Voici le contexte qui permet de rétablir la vérité. Et je cite.
Nous allons à cette élection du 28 novembre, non pas pour choisir un président, mais pour mettre fin à toute la série de violences, à toute la série des errements des gens égarés qui ne peuvent prospérer que sur la violence. Et Laurent Gbagbo continue. Mais il faut continuer. La guerre, le serpent n'est pas encore mort. Il est bien évident que Laurent Gbagbo, ici, appelle à la fin des violences, par les urnes, contre ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans la crise pendant 10 ans. Où est l'appel à la violence ici? Où est la xénophobie? En désespoir de cause, le procureur en est réduit à changer la ponctuation pour trouver quelque chose à dire. En effet, je répète, Laurent Gbagbo dit « Il faut continuer, point. La guerre, le serpent n'est pas mort. » Pour Laurent Gbagbo, c'est donc la guerre qui est le serpent. Et le procureur, dans son mémoire préliminaire, transforme ça, fait disparaître le point, en disant « Il faut continuer la guerre, point. Le serpent n'est pas mort. » Faisant passer Laurent Gbagbo d'un homme de paix à un homme de guerre, et sous-entendant qu'il parlerait d'Alassane Ouattara comme... Ce n'est pas un procédé que l'on attend d'un procureur de la Cour pénale internationale. Sachant que les transcrits divulgués par le procureur de ce discours ont le point au bon endroit. Et que dire ? Et que dire du discours de Divot d'août 2010, que le procureur évoque sans cesse? Ce discours prononcé devant des officiers de police portait sur les raisons de l'installation d'une compagnie républicaine et de sécurité à Divot. Laurent Gbagbo, comme tout homme politique, se félicitait et tentait de tirer bénéfice de l'installation d'une unité de maintien de l'ordre dans une région où les voleurs de cacao sont nombreux à la période des récoltes. Il s'agissait pour Laurent Gbagbo de montrer à quel point il prenait en compte le désir de sécurité de la population. Transformer ce discours en une mise en garde sinistre contre des opposants politiques est là encore peu sérieux. Et c'est surtout absurde. Alors que le Premier ministre du gouvernement Gbagbo était Guillaume Soro. Ces ministres, en partie d'anciens rebelles. Et que c'est le président Gbagbo lui-même qui avait décidé de tenir les élections. Il est aussi intéressant de noter que les généraux de l'armée ivoirienne présents le 7 août 2010 étaient pour certains originaires du nord du pays et que se trouvaient parmi eux des membres des forces rebelles. Ces 3 exemples montrent bien que le procureur est hermétique à la réalité et qu'il est même prêt à changer la ponctuation d'un discours pour le faire coller à son narratif. Deux derniers points sur les discours. Premièrement, le procureur avance que le fait d'appeler les rebelles des terroristes serait le signe d'une diabolisation de l'adversaire. Mais vous avez vu, plutôt, les exactions commises par les rebelles dans tout le nord du pays pendant 10 ans et à Abidjan pendant la crise post-électorale. En quoi serait-il déraisonnable
d'utiliser le terme de terroriste dans un tel contexte? Surtout, le terme de terroriste est un terme technique et juridique, notamment du droit international humanitaire. Le premier protocole additionnel aux conventions de Genève, en son article 51.2, indique, et je cite, que sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi les populations civiles. Comment décrire autrement les actes des rebelles, comme à Douekoué en mars 2011? Enfin, il est frappant de constater que le procureur voit une volonté criminelle dans toute dénonciation de l'ingérence de la communauté internationale, que cela soit la France ou l'ONU. Or, ce n'est pas un crime de critiquer la France et les Nations Unies. Surtout quand on connaît leur rôle avant et pendant la crise. En se positionnant ainsi, le procureur, qui prétend ne pas faire de la politique, ne fait que de la politique. Sa position sur les élections de 2010 est à cet égard intenable. La première phrase prononcée en audience le 28 janvier 2016 par le procureur était la suivante, je cite, « Que les choses soient bien claires dès le départ, cette affaire ne s'agit pas de déterminer qui a gagné les élections de 2010. » Pourtant, tout le cas du procureur est fondé sur un présupposé non dit, mais indispensable à sa démonstration. Celui que Laurent Gbagbo aurait perdu les élections. Bien sûr. Sinon, pourquoi aurait-il eu besoin de concevoir, et surtout besoin de mettre en œuvre ce soi-disant plan commun? Je passe à présent rapidement aux autres modes de responsabilité invoqués par le procureur. Concernant 25.3b et 25.3d, le procureur n'ayant pas fait l'effort de construire une véritable démonstration indépendante, il se contente de renvoyer à ce qu'il a dit en rapport avec 25.3, et ce faisant, il a grandement facilité et le travail de la défense et celui des juges. En effet, comme il n'a pas démontré que les éléments de l'article 25.3 étaient remplis, c'est mécaniquement qu'il n'a pas démontré que les éléments des modes de responsabilité sous 25.3b et d étaient remplis. Je termine ma présentation avec la responsabilité du supérieur hiérarchique. La démonstration du procureur, ici encore, manque de substance et ne permet pas d'établir une telle responsabilité. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, et c'est le plus important, rien. Jamais il ne prend la peine de présenter au juge la structure de commandement et surtout de sanction de l'armée ivoirienne ou de la police. Sur quoi se base-t-il alors pour affirmer que Laurent Gbagbo aurait eu le pouvoir juridique, on n'est pas dans le domaine de l'opinion ici, le pouvoir juridique de référer directement des incidents auprès des autorités compétentes?
Deuxièmement, au-delà de cette faille rédhibitoire dans l'enquête du procureur, ici encore, sa démonstration repose sur des approximations. Par exemple, le procureur s'appuie une fois encore sur le discours de Diveau. Le procureur, ce discours laisserait entendre que tout débordement de la police ne serait pas puni. Pourtant, dans l'extrait que le procureur a lui-même montré en audience, il est indiqué qu'en cas de problème, ce sont les juges qui décideront. Quel est le problème avec cette affirmation ? Dernier exemple des approximations du procureur. Il invoque la responsabilité de Laurent Gbagbo sous le mode de responsabilité du supérieur hiérarchique pour les événements allégués s'étant produits à Yopougon le 12 avril 2011. Or, une telle responsabilité implique un lien hiérarchique effectif qui ne peut ici exister, puisque Laurent Gbagbo a été arrêté la veille. En conclusion, et j'en terminerai là, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous voyons bien que le procureur, pour engager la responsabilité individuelle de Laurent Gbagbo, s'appuie sur des éléments de preuve approximatifs, voire qui disent parfois le contraire de ce que le procureur affirme. Le péché originel du procureur, nous l'aurons vu tout au long de nos déclarations d'ouverture, est d'avoir adopté un narratif du contexte entourant les élections 2010 qui est tout simplement faux. Mais cela, le procureur ne peut le reconnaître, car cela ferait disparaître en un instant tout l'écran de fumée sémantique qu'il a construit. Or, comme ce narratif n'est pas construit sur des faits, il n'a pas besoin d'être cohérent ou d'être logique, ce qui explique toutes les contradictions que nous avons pu relever et que nous continuerons à relever tout au long du procès dans la preuve du procureur. En définitive, le fait que de telles contradictions ne posent pas de problème au procureur nous donne bien à voir une réalité, même si ce n'est pas celle de la Côte d'Ivoire, celle de son approche de l'argumentation juridique. Le procureur a dans le passé affirmé sans sourciller que, je cite, « Eh oui, on peut plaider une chose et son contraire ». Son mémoire préliminaire prouve qu'il est sur ce point, au moins, fidèle à sa parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Maître Jacob, Maître Altit. La défense a terminé son discours d'ouverture. Thank you very much, Maître Altid. Merci beaucoup, Maître Altit. Il est évident que je ne vais pas maintenant donner la parole à la défense de M. Blé-Goudet, mais néanmoins, j'aimerais, pour des raisons administratives, vous demander quel est le temps dont vous aurez besoin demain, et je suppose également que vous n'aurez pas besoin de toute la journée, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses dites par la défense de M. Blé-Goudet, je dirais, en tous les cas pour ce qui concerne le contexte historique. Donc pour avoir simplement une estimation maintenant de la durée qui vous est nécessaire. Thank you.
Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, nous n'allons pas répéter les arguments de la défense de Monsieur Gbagbo, mais nous pensons qu'il nous faudra quand même la journée entière à la lumière des arguments soulevés par l'accusation. Il se pourrait que l'on termine avant 16 heures, mais je pense qu'il nous faudra à peu près 4 heures pour toute l'équipe. Et je vous assure que nous ne répéterons pas les arguments. Nous vous écouterons demain avec beaucoup d'attention. J'ai reçu un message disant que le procureur souhaiterait intervenir très brièvement. Bonjour, Monsieur le Président. Je voulais simplement vous dire qu'avec votre autorisation, je ne serai pas présente demain, dit Madame Bensouda. Mais bien entendu, Monsieur MacDonald, qui mène l'équipe, sera présent. Et ceci est dû à des engagements que j'avais déjà et que j'ai essayé de changer, mais que je n'ai pas réussi à changer. Le Président, merci beaucoup, Madame le procureur. Nous notons que vous ne serez pas là, mais que vous serez représenté par d'autres membres du bureau du procureur et que ceci m'amène donc à la fin nous amène à la fin de notre audience aujourd'hui. Nous déclarons que l'audience est levée. Nous reprendrons demain matin à 9h30 avec la présentation des moyens de l'équipe de Monsieur Blégoudet. Merci beaucoup. Le fait que l'idée de faire remonter ce soi-disant plan commun jusqu'à 2000 ne repose sur rien. Cette idée est en complète contradiction avec les événements qui sont déroulés à cette période, et tout particulièrement les efforts de Laurent Gbagbo pour promouvoir la démocratie et l'état de droit, face à des combattants qui, eux, avaient bien le plan de prendre le pouvoir par tous les moyens. Vous noterez que sur ce point, le procureur n'est pas à une incohérence près. Par exemple, le procureur n'a pas de difficulté à dire, dans la même phrase, lors de ses déclarations d'ouverture, et je cite, que Laurent Gbagbo, et je cite, s'est battu pour la démocratie en se battant pour avoir des élections multipartites. Le procureur continue. Il a passé des années en prison, des années dans l'opposition avant d'arriver à la présidence de la Côte d'Ivoire. Et le procureur continue encore. En devenant président en octobre 2000, il avait l'intention de rester au pouvoir par tous les moyens possibles. Et le procureur conclut, celui-là lui avait déjà pris tellement de temps pour y arriver que certes, son intention était d'y rester par tous les moyens possibles. Que nous dit ici le procureur? Qu'un homme qu'il reconnaît s'être battu toute sa vie pour la démocratie n'aurait eu pour seule idée, une fois arrivé au pouvoir, d'en bafouer le principe le plus fondamental. Ce n'est pas sérieux. Et surtout, quelle explication nous donne le procureur? Tout simplement, pour venir au pouvoir, il aurait voulu y rester. Cette analyse psychologique rudimentaire est une insulte à la vie politique et au combat de Laurent Gbagbo et illustre au final l'absence de sophistication dans la démarche du procureur. Dans le même ordre d'idées, le procureur essaye d'un côté de vendre que le plan commun aurait commencé en 2000, mais c'est uniquement en 2010 que Laurent Gbagbo aurait nommé des soi-disant proches au poste clé. Il faudrait savoir, il y a là bien une incohérence du procureur. L'argumentation du procureur
concernant la période 2010 et 2011 n'est pas plus convaincante. Concernant les auteurs du plan commun, il est difficile de comprendre exactement ce qu'argumente le procureur. Le procureur déroule dans son mémoire préliminaire une longue litanie de noms de personnes faisant supposément partie de cet entourage immédiat et qui auraient partagé le même plan commun que Laurent Gbagbo. Étant donné le nombre important de personnes que le procureur cite comme faisant partie de cet entourage, vous imaginez bien qu'il n'a pas pris la peine d'explorer et d'exposer l'intention de chacune d'entre elles. Il s'agit là donc d'une affirmation sans fondement. Surtout, le procureur nous dit dans son mémoire préliminaire que la composition de l'entourage immédiat a évolué au fil des années, ce qui permet au procureur d'avoir une excuse toute faite pour justifier par avance toute imprécision de sa part. L'approche imprécise du procureur est illustrée par les organigrammes de la structure officielle et de la structure parallèle qu'il présente en annexe de son mémoire préliminaire. Nous aurons l'occasion, lors du procès, de montrer que la présentation de la structure officielle est fausse et que la structure parallèle n'existe que dans l'esprit du procureur. Soulignons tout de même dès à présent une contradiction en ce qui concerne les organigrammes. Le procureur affirme d'un côté que certaines personnes faisaient partie de la structure officielle, comme Émile Guerrier-Houlou, ministre de l'Intérieur, Alain Degout, ministre de la Défense, Philippe Mangou, état-major des armées, Firmin Detto-Letto, commandant des forces terrestres, Édouard Cassaraté, le commandant de la gendarmerie, Simeon Brédoux, directeur de la police nationale, que ces personnes faisaient partie de l'entourage immédiat, pour vous affirmer 5 minutes après qu'une structure parallèle avait été mise en place pour les contourner. En d'autres termes, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat auraient mis en place une structure parallèle pour se contourner eux-mêmes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il a été montré que le procureur a procédé à une déformation de la réalité en ce qui concerne la situation de conflit armé qui prévalait en Côte d'Ivoire tant avant les élections de 2010 que pendant la crise post-électorale. Ayant amputé la Côte d'Ivoire d'une partie de son histoire récente, c'est tout naturellement que le procureur fait de même concernant la responsabilité individuelle de Laurent Gbagbo. Cette partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire oubliée par le procureur est pourtant fondamentale, nous l'avons vu, pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé pendant la crise post-électorale. Et cette partie oubliée de l'histoire de la Côte d'Ivoire sera comme un membre fantôme tout au long du procès que l'on sera tenté de gratter sans qu'il ne soit présent. Ignorant le conflit armé, le procureur est condamné à ne pas pouvoir vous dire la vérité, qui ressort pourtant clairement en creux de son mémoire préliminaire. Celle d'un appareil d'État qui prend les mesures nécessaires pour répondre à une situation de guerre civile. Le procureur évoque des réunions, des décisions, des ordres, qui sont tout à fait normaux dans un tel cadre.
En clair, la vérité est celle d'un président à la tête d'un État mettant en œuvre les moyens légitimes, légaux et constitutionnels de cet État pour répondre à une rébellion et à une invasion étrangère, s'attaquant aux forces de l'ordre, à l'armée et à la population civile. Refusant de voir la réalité du conflit armé, le procureur est contraint de vendre une autre histoire, manichéenne et forcément biaisée, du contexte des violences post-électorales et du rôle de Laurent Gbagbo. Cette histoire est un nuage de fumée sémantique qui vise à masquer la vérité et dont le point de départ est un hypothétique plan commun qui est lui-même construit sur du vent. Pour le procureur, ce plan commun doit bien avoir des auteurs. Interviennent donc Laurent Gbagbo et un nébuleux entourage immédiat. Ces soi-disant concepteurs du plan commun ont bien dû le mettre en œuvre. C'est ainsi que les FDS, la police et la gendarmerie, symboles de l'État ivoirien, deviennent tout à coup des forces pro-Gbagbo, dirigées par une structure parallèle, qui, tout comme l'entourage immédiat, n'a pas plus de consistance. Pour le procureur, tout se fait dans l'ombre, caché, de manière parallèle et occulte. Quelle aubaine pour le procureur, car il a là l'excuse parfaite pour expliquer son absence d'éléments probants solides. Comme toute bonne théorie conspirationniste, l'absence de preuves devient la preuve de la conspiration. Avant d'illustrer les incohérences de l'approche du procureur pour les différents modes de responsabilité, il convient de noter l'accumulation successive des modes de responsabilité invoqués par le procureur, passant d'un seul mode de responsabilité en 2012 à 4 modes aujourd'hui, sans que l'on ait jamais compris la logique suivie. En définitive, l'approche du procureur, loin de toute rigueur juridique, se réduit à adopter le point de vue des personnes observant de loin les situations complexes dont a à traiter la Cour. Il doit bien avoir fait quelque chose de mal. Si une telle attitude est pardonnable venant d'observateurs extérieurs, elle n'est pas acceptable venant du procureur de la Cour pénale internationale. Et c'est une telle attitude qui explique assurément le vent sur lequel l'argumentation du procureur est fondée pour chaque mode de responsabilité, comme je vais à présent l'exposer. Concernant la coaction indirecte, vous aurez compris que tout l'écran de fumée sémantique du procureur est construit sur l'idée d'un soi-disant plan commun, visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tous les moyens. Nous avons déjà évoqué. Il est aussi intéressant de noter que les généraux de l'armée ivoirienne présents le 7 août 2010 étaient pour certains originaires du nord du pays et que se trouvaient parmi eux des membres des forces rebelles. Ces 3 exemples montrent bien que le procureur est hermétique à la réalité et qu'il est même prêt à changer la ponctuation d'un discours pour le faire coller à son narratif. Deux derniers points sur les discours. Premièrement, le procureur avance que le fait d'appeler les rebelles des terroristes serait le signe d'une diabolisation de l'adversaire.
Mais vous avez vu, plutôt, les exactions commises par les rebelles dans tout le nord du pays pendant 10 ans, et à Abidjan pendant la crise post-électorale. En quoi serait-il déraisonnable d'utiliser le terme de terroriste dans un tel contexte ? Surtout, le terme de terroriste est un terme technique et juridique, notamment du droit international humanitaire. Le premier protocole additionnel aux Conventions de Genève, en son article 51.2, indique, et je cite, que sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi les populations civiles. Comment décrire autrement les actes des rebelles, comme à Douékoué en mars 2011 ? Enfin, il est frappant de constater que le procureur voit une volonté criminelle dans toute dénonciation de l'ingérence de la communauté internationale, que cela soit la France ou l'ONU. Or, ce n'est pas un crime de critiquer la France et les Nations Unies. Surtout quand on connaît leur rôle avant et pendant la crise. En se positionnant ainsi, le procureur, qui prétend ne pas faire de la politique, ne fait que de la politique. Sa position sur les élections de 2010 est à cet égard intenable. La première phrase prononcée en audience le 28 janvier 2016 par le procureur était la suivante, je cite, « Que les choses soient bien claires dès le départ, cette affaire ne s'agit pas de déterminer qui a gagné les élections de 2010. » Pourtant, tout le cas du procureur est fondé sur un présupposé non dit, mais indispensable à sa démonstration. Celui que Laurent Gbagbo aurait perdu les élections. Bien sûr, sinon pourquoi aurait-il eu besoin de concevoir, et surtout besoin de mettre en œuvre ce soi-disant plan commun ? Je passe à présent rapidement aux autres modes de responsabilité invoqués par le procureur. Concernant 25.3b et 25.3d, le procureur n'ayant pas fait l'effort de construire une véritable démonstration indépendante, il se contente de renvoyer à ce qu'il a dit en rapport avec 25.3, et ce faisant, il a grandement facilité et le travail de la défense et celui des juges. En effet, comme il n'a pas démontré que les éléments de l'article 25.3 étaient remplis, c'est mécaniquement qu'il n'a pas démontré que les éléments des modes de responsabilité sous 25.3b et d étaient remplis. Je termine ma présentation avec la responsabilité du supérieur hiérarchique. La démonstration du procureur, ici encore, manque de substance et ne permet pas d'établir une telle responsabilité. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, et c'est le plus important, rien. Jamais il ne prend la peine de présenter au juge la structure de commandement et surtout de sanction de l'armée ivoirienne ou de la police. Concernant les réunions
qui aurait eu lieu pendant la crise post-électorale, il existe des failles évidentes dans l'argumentation du procureur. Premièrement, le procureur fait grand cas des registres qui auraient été retrouvés dans la résidence présidentielle. Pourtant, leur authenticité est douteuse. Le procureur a en effet attendu septembre 2014 pour collecter ces registres dits originaux, alors même que la résidence présidentielle avait été pillée le 11 avril 2011 et que dans les heures ayant suivi l'assaut, les membres des services spéciaux français faisaient main basse sur l'ensemble des archives. Par conséquent, quelques jours à peine après l'assaut, la résidence était vide de documents ou d'objets de valeur. Le procureur n'a pas démontré l'authenticité de ces documents et ils doivent donc être écartés. Deuxièmement, ni ces registres, ni une grande partie des documents dont se prévaut le procureur ne font état du contenu des réunions alléguées, ce qui permet donc au procureur d'affirmer, sans preuve, qu'il y aurait été discuté du soi-disant plan commun. Je prends un exemple qui illustre la démarche du procureur. Le procureur affirme dans son mémoire préliminaire, au paragraphe 246, que Laurent Gbagbo aurait fréquemment tenu, lors de la crise post-électorale, des réunions lors desquelles aurait été discuté, selon le procureur, de la mise en œuvre du plan commun. La note de bas de page à laquelle le procureur renvoie fait 17 lignes, assez conséquente, et renvoie elle-même aux déclarations de 4 témoins et à 7 éléments de preuve. On s'attend donc à une réelle démonstration. Or, si l'on regarde de plus près, que disent ces documents ? Certaines pièces font uniquement état de la tenue de conseil des ministres, tel jour, à telle heure, sans aucune indication du contenu des discussions. Or, quoi de plus normal qu'il y ait des réunions régulières du Conseil des ministres en période de crise ? Une seule pièce, que le procureur allègue être les minutes d'un Conseil des ministres, montre, encore une fois, une discussion normale entre ministres en temps de crise. Aucun détail logistique ou opérationnel n'est évoqué, et bien évidemment, il n'est fait mention d'aucun plan commun. Qu'en est-il des témoins ? P44 se contente de dire qu'il fallait se réunir parce qu'il y avait la crise. Rien d'étonnant à cela. P9, lui, évoque le fait de recevoir des indications d'ordre général pour essayer de contrer les activités du commando invisible. Encore une fois, rien d'étonnant, quand on sait que ce commando de combattants pro-Ouattara commettait des massacres dans tout Abidjan pendant cette période. Relevons d'ailleurs que le procureur ne mentionne pas une seule fois le commando invisible dans son mémoire préliminaire, ce qui illustre encore sa volonté de nier la réalité. P11 fait état de la présence de certaines personnalités du gouvernement à la résidence, sans attester de la teneur des réunions parce qu'ils n'y participaient pas. Cela ne prouve donc toujours rien. P46 évoque une réunion alléguée tenue en présence de Laurent Gbagbo,
où ce dernier aurait abordé la situation de manière très générale. Lorsqu'il lui est demandé s'il recevait des instructions sur la stratégie, le témoin répond que non. Laurent Gbagbo n'est pas un stratège, c'est nous les militaires. La liste de preuves fournie par le procureur dans cette note de bas de page se termine avec un renvoi au fameux discours de Divot. Pourtant, quel est le lien entre un discours tenu en août 2010 et l'allégation selon laquelle des réunions auraient eu lieu pendant la crise post-électorale ? Ce discours ne prouve absolument rien, j'y reviendrai. Cet exemple d'un paragraphe avec une note de bas de page illustre la pauvreté de l'argumentation du procureur. Et j'insiste, c'est bien de la preuve du procureur dont je parlais. Sa propre preuve ne soutient pas ces allégations. Le procureur, en fait, inverse la logique. Plutôt que de chercher la preuve de ces allégations sur l'existence d'un plan commun dans des éléments de preuve concrets, il reste sur le postulat qu'il existait un plan commun, et pour lui, il était donc forcément discuté lors de toute réunion. Ceci n'est pas une démonstration. Je passe à présent à la question des discours, dont le procureur a fait grand cas. Là encore, l'argumentation du procureur ne repose sur rien. Pire, le procureur continue de déformer la réalité et de nier les engagements politiques de Laurent Gbagbo, en affirmant que celui-ci aurait tenu des discours xénophobes et aurait incité à la violence. Prenons quelques exemples des contre-vérités du procureur. Le procureur affirme dans son mémoire préliminaire, et je cite, « À la fin de novembre 2010, quelques jours avant le deuxième tour des élections, Laurent Gbagbo a décrit Alassane Ouattara comme le symbole du mal et des ténèbres, déclarant, et le procureur semble citer Laurent Gbagbo, « Nous allons continuer la guerre ». Et il cite encore, « Car le serpent n'est pas encore mort ». Voici la citation que nous rapporte le procureur. Or, le procureur tire quelques bribes de discours de leur contexte. Voici le contexte qui permet de rétablir la vérité. Et je cite, « Nous allons à cette élection du 28 novembre, non pas pour choisir un président, mais pour mettre fin à toute la série de violences, à toute la série des errements des gens égarés qui ne peuvent prospérer que sur la violence. » Et Laurent Gbagbo continue. « Mais il faut continuer. La guerre, le serpent n'est pas encore mort. » Il est bien évident que Laurent Gbagbo, ici, appelle à la fin des violences, par les urnes, contre ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans la crise pendant 10 ans. Où est l'appel à la violence ici ? Où est la xénophobie ? En désespoir de cause, le procureur en est réduit à changer la ponctuation pour trouver quelque chose à dire. En effet, je répète, Laurent Gbagbo dit « Il faut continuer, point. La guerre, le serpent n'est pas mort. » Pour Laurent Gbagbo, c'est donc la guerre qui est le serpent. Et le procureur, dans son mémoire préliminaire, transforme ça, fait disparaître le point, en disant « Il faut continuer la guerre, point. Le serpent n'est pas mort. » Faisant passer Laurent Gbagbo d'un homme de paix à un homme de guerre,
et sous-entendant qu'il parlerait d'Alassane Ouattara comme... Ce n'est pas un procédé que l'on attend d'un procureur de la Cour pénale internationale. Sachant que les transcrits divulgués par le procureur de ce discours ont le point au bon endroit. Et que dire Et que dire du discours de Divot d'août 2010, que le procureur évoque sans cesse? Ce discours prononcé devant des officiers de police portait sur les raisons de l'installation d'une compagnie républicaine et de sécurité à Divot. Laurent Gbagbo, comme tout homme politique, se félicitait et tentait de tirer bénéfice de l'installation d'une unité de maintien de l'ordre dans une région où les voleurs de cacao sont nombreux à la période des récoltes. Il s'agissait pour Laurent Gbagbo de montrer à quel point il prenait en compte le désir de sécurité de la population. Transformer ce discours en une mise en garde sinistre contre des opposants politiques est là encore peu sérieux. Et c'est surtout absurde. Alors que le Premier ministre du gouvernement Gbagbo était Guillaume Soro. Ces ministres, en partie d'anciens rebelles, et que c'est le président Gbagbo lui-même qui avait décidé de tenir les élections.